Génie Climatique Magazine vous présente Direction, la voix des dirigeants du génie climatique. Retrouvez toute l'actualité du secteur sur génieclimatique.fr. Bienvenue dans Direction, le podcast des décideurs du génie climatique. Mon invité de ce nouvel épisode a fondé Sonergia en 2009 et en a assuré la présidence jusqu'en avril 2025. Il vient d'annoncer prendre du champ pour d'autres aventures entrepreneuriales, l'occasion pour Génie Climatique Magazine de revenir sur 15 ans de rénovation énergétique et de certificats d'économie d'énergie. Franck Adamayer, bonjour. Bonjour Pierre. Vous avez donc fondé Sonergia en 2009, vous en quittez la présidence. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 15 ans en matière de réno énergétique ? Alors résumer 15 ans en quelques mots, c'est pas facile, mais je dirais que la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est l'importance qu'a pris le dispositif des certificats d'économie d'énergie. N'oublions pas qu'on est passé en première période d'une obligation annuelle de 18 Tera à une obligation annuelle en ce moment de 775 Tera. Donc ça fait une multiplication par 47, c'est énorme. Un deuxième fait significatif, c'est l'apparition de la fraude. Et même cette fraude a évolué. C'était au début relativement facile à détecter pour des sociétés comme Sonergia. Et les fraudeurs ont évolué et ça devient de plus en plus compliqué. Et on doit toujours innover pour faire en sorte d'éviter d'avoir affaire à de la fraude. Et enfin, un troisième fait, c'est des changements brutaux et très réguliers. Alors, pour parler de ça, je ne vais pas vous citer tous les coups de pouce qu'il y a pu avoir. Je vais plutôt vous dire un petit peu l'évolution de la répartition du chiffre d'affaires de Sonergia. Il y a quelques années, on était à 70% en agriculture. Ensuite, la ministre de l'époque a inventé le coup de pouce TEPCV, Territoire Énergie Positive pour la Croissance Verte. On est passé à 60% de notre chiffre d'affaires avec les collectivités territoriales. Ensuite, c'est les particuliers qui ont été mis à l'honneur et notre chiffre d'affaires est devenu à 70% pour les particuliers. Et enfin, en ce moment, notre chiffre d'affaires, c'est à peu près 60% vis-à-vis des industriels. Voilà, donc ça résume un petit peu la résilience qu'il faut avoir pour une société comme Sonergia pour travailler dans le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Et si on est fort financièrement, si on est solide, si on est résilient, c'est parce que voilà, on a toujours décidé de travailler sur tous les secteurs parce que c'est un dispositif réglementaire et une décision d'un ministre peut complètement changer la physionomie du dispositif. Donc actuellement, ce qui porte les C2E, ce qui porte Sonergia, ce qui porte probablement l'ensemble des délégataires, c'est donc l'industrie. On parle pas mal de transport aussi, un peu de tertiaire. C'est exactement ça, c'est d'abord l'industrie, ensuite en effet le transport et c'est un juste rééquilibrage parce que le transport finance très largement les certificats d'économie d'énergie et il y a par contre assez peu d'actions qui sont financées dans le transport. Donc le ministère a décidé de créer des fiches d'opération standardisées en transport et c'est tout à fait normal. Et après, le groupement des professionnels des certificats d'économie d'énergie a fait une étude de gisement et on voit que là où il y a le plus d'efforts à faire pour créer des fiches d'opération standardisées qui vont permettre d'atteindre du volume, c'est en tertiaire. Et Sonergia a la ferme intention de se repositionner encore plus en tertiaire et de pouvoir générer des certificats d'économie d'énergie au service des bénéficiaires dans ce secteur. Alors, des retournements brutaux, vous en parliez. Pourtant, vous faites partie de ceux qui défendent les C2E. C'est un dispositif qui a été très critiqué l'année dernière. Il y a eu le Conseil d'analyse économique, la Cour des comptes, l'Inspection générale des finances qui se sont penchés dessus avec des niveaux de critique assez différents, mais quand même un jugement global assez sévère sur le système. Vous avez publié avec Florence Liévin un livre aux éditions du Moniteur à la rentrée dernière, en septembre, sur les C2E. Vous ne cachez pas les difficultés, mais vous défendez quand même malgré tout ce système en disant mais il n'y a pas tellement mieux, quoi. En fait, ces critiques sont tout à fait fondées, notamment les critiques de la Cour des comptes. Sur le fond, elles sont fondées. Sur la forme, j'avoue que c'était peut-être un petit peu agressif, mais si on prend un peu de recul, ce dont il faut se rendre compte, c'est que ce dispositif des C2E en France, il a une antériorité de 19 ans. Avec Florence Liévin, en effet, on a pris beaucoup de recul en écrivant ce livre. On s'est rendu compte que dans tous les dispositifs européens qui existent, le seul qui n'a pas perdu en puissance et au contraire qui a gagné beaucoup en puissance, c'est le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Donc plutôt que de toujours le critiquer, je pense vraiment qu'on devrait plutôt en être fier en France, de lui faire confiance pour pouvoir aider à la transition énergétique. Et par contre, il faut regarder les choses en face. Le dispositif est malade, même si je pense qu'on a commencé à bien le soigner. Et il faut prendre les mesures qu'il faut pour faire en sorte qu'il finance la transition énergétique du pays comme il se doit. Alors, un malade qui commence à se soigner,
Vous considérez que cette lutte contre la fraude a progressé? Quand on en parlait, je me suis moi-même risqué sous d'autres casquettes il y a quelques années. Quand on parlait fraude à la rénovation énergétique, les pouvoirs publics nous répondaient que ça n'existait pas, que c'était marginal et que de toute façon les mesures étaient suffisantes. On a vu que ce n'était pas vraiment le cas. Pour vous, il y a quand même quelque chose qui a changé dans cette prise de conscience et dans les réponses que l'État est capable d'apporter à ce sujet? Oui, je pense qu'il y a une vraie prise de confiance. Et moi, si je dois situer le vrai changement, le Big Bang, c'est la création de la MICAF, donc cette force interministérielle qui lutte contre la fraude. Moi, j'ai vraiment vu un changement quand cette MICAF a été créée. Après, je pense qu'on peut s'améliorer parce qu'il y a d'autres secteurs économiques qui font face à de la fraude. Je pense aux tickets restaurants, par exemple. Je pense aux mutuelles. Enfin, partout où il y a de l'argent et où on donne de l'argent à partir de papier. Et je pense qu'on devrait encore un peu plus s'ouvrir les chakras et aller voir des sociétés ou des ministères qui font face à cette fraude. Parce qu'ils ont beaucoup à nous apprendre. On a aussi à leur apprendre. Et moi, j'ai fait un échange avec le patron d'une société qui fait face à des fraudes dans un autre secteur. Et notamment, il m'a beaucoup appris dans ses pratiques sur les KYC, donc les Know Your Customer. Donc, ne pas signer un contrat avec n'importe qui et comment il filtre finalement ses partenaires. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas suffisamment dans les certificats d'économie d'énergie dont on devrait s'inspirer. Il est question de confier la rénovation en monogeste à l'ANA en 2025, en plus de la rénovation d'ampleur qu'elle porte déjà depuis le 1er janvier 2024. Vous en pensez quoi? J'y suis totalement opposé. Déjà, si on prend un peu de recul, la réforme des aides de l'ANA au 1er janvier 2024, tout le monde la qualifie d'échec et il y a un résultat extrêmement concret. Je ne dis pas que c'est uniquement lié à cette réforme, mais on a quand même eu une chute des installations de pompes à chaleur RO de 50%. On a eu une augmentation d'installations des chaudières gaz, une augmentation des chaudières fuel. Du coup, on a repris, et d'ailleurs c'est souligné par un rapport du SGPE, on a réaugmenté les émissions de CO2, ce qui est extrêmement mauvais. Et du coup, là, si on fait la même réforme sur les monogestes, moi, je suis intimement convaincu qu'on va avoir les mêmes résultats, à savoir une nouvelle augmentation des émissions de CO2. En tant que chef d'entreprise, à l'époque, au 1er janvier 2024, j'étais déjà contre cette réforme, mais en tant que citoyen, je pouvais comprendre un intérêt, parce que sur de la rénovation d'ampleur, ce sont des grosses rénovations qui impliquent 50 ou 60 000 euros de coûts. Je pouvais comprendre que l'ANA s'organise avec les mares. Sur le monogeste, c'est strictement impossible. Aujourd'hui, on décompte à peu près 5000 personnes chez les obligés, chez les délégataires et chez les mandataires qui persuadent les ménages de faire du monogeste. Il faudra vraiment qu'on m'explique comment l'ANA peut envisager de recruter ces 5000 personnes pour avoir le même résultat à la fin. Vous avez parlé de confiance des entreprises. On sait que l'ANA a enregistré des retards chroniques de paiement. Ce n'est pas complètement terminé d'ailleurs. Je crois qu'il y a encore pas mal d'acteurs qui attendent des versements de MaPrimeRénov' et des équivalents des primes C2E. Est-ce que tout ça, ça n'entame pas profondément la confiance des entreprises? Si on peut comprendre qu'un entrepreneur se dise à l'annonce gouvernementale suivante, cette fois, j'y vais pas parce que j'ai été échaudé par les coups de pouce qu'on arrête brutalement. On me demande d'être mandataire financier, je le fais de bonne volonté et puis je mets 6 mois à être payé. Donc, est-ce qu'au final, on n'a pas quand même un risque que les prochaines annonces embarquent de moins en moins de gens? On peut aussi voir les choses positivement. Oui, c'est pas facile d'obtenir les aides de l'ANA, mais il y a des sociétés qui financent les travaux dans Sonergia, qui font des offres, et dans Sonergia, mais pas que, certains de nos confrères le font aussi, qui font des offres qui payent en 3 jours les primes C2E et MPR, par exemple, pour des pompes à chaleur. Ça peut aller jusqu'à 18 000 euros. Quand je dis qu'on les paye en 3 jours, c'est 3 jours à la fin des travaux, pas 3 jours après acceptation du dossier par Sonergia, c'est vraiment 3 jours à la fin des travaux. Ouais, du coup, j'ai envie de dire aux professionnels de la rénovation énergétique, chacun son métier. Ils savent très bien installer des pompes à chaleur, on sait très bien gérer les aides et on peut leur faire cette offre. Il y a quelques centaines de professionnels à qui on fait cette offre n'ont aucun problème de sécurisation de versement des primes parce que c'est Sonergia qui leur sécurise ces primes. Et encore une fois, on a des confrères qui font exactement les mêmes offres. Et je pense que ces offres, c'est des offres qui permettent de lutter contre la fraude aussi parce que Sonergia et nos confrères, quand on s'engage à payer en 3 jours ou en 15 jours pour d'autres, on s'assure que le professionnel est un professionnel sérieux. Donc justement, on fait une politique un peu poussée de KYC.
Et on s'assure que le chantier a été fait à la bonne adresse et bien fait. Nous, on le fait à travers ce qu'on appelle le contrôle visuel à distance. Donc vous êtes regardant sur ces partenaires à qui vous proposez vos services. On est tellement regardant qu'on refuse 10% à l'entrée, donc à l'issue du KYC, et avec les nouvelles idées que m'a donné la société dont je vous parlais tout à l'heure, nul doute qu'on va en refuser peut-être 15%. Et on est regardant aussi sur chaque chantier, donc à la signature du contrat et sur chaque chantier. Ça, c'est important dans la lutte contre la fraude et c'est important pour la qualité des travaux parce que c'est ça aussi, on vérifie que les travaux ont été faits mais ont été bien faits et nous c'est sur 100% des chantiers, c'est pas sur 12,5% comme c'est demandé en ce moment par le ministère sur le contrôle in situ. Qu'est-ce que vous demandez au ministère, au pouvoir public pour les aides en 2026 ? Qu'est-ce qu'il faut changer ? Rien, surtout ne rien changer, c'est difficile certainement pour un politique d'entendre ça, mais garder un cadre qui n'est pas un cadre mouvant, garder le cadre tel qu'il est actuellement et ne rien bouger, ça permettra de donner de la stabilité, de donner de la visibilité aux entreprises, et Dieu sait qu'en ce moment elles ont besoin de visibilité, et de redonner de la confiance à tous les acteurs du dispositif, y compris aux ménages qui en ce moment, on peut le dire, n'ont pas vraiment confiance, voire ont une certaine défiance vis-à-vis des travaux de rénovation énergétique. Donc, s'il vous plaît, décideurs, ne changez rien. Stabilité, confiance des ménages. On voit ce qui vient de se passer dans le photovoltaïque avec une annonce d'un projet avec une rétroactivité qui baisserait le soutien. Finalement, il n'y a pas eu de rétroactivité, mais ça a quand même suffi à bloquer le marché. C'est pas tellement dans l'air du temps, cette stabilité. Ah non, ça c'est sûr que c'est pas vraiment dans l'air du temps. Après, ouais, on connaît la situation économique du pays et forcément, il y a des décisions qui doivent être prises. Moi, je regarde ce sujet des panneaux photovoltaïques. On a racheté Maclem, qui est une franchise qui fait des installations en ENR, donc pack RO, pack RR et panneaux photovoltaïques. Et du coup, le message que j'entends du gouvernement, c'est il faut essayer de maximiser l'autoconsommation. Et du coup, il y a des solutions qui existent pour maximiser l'autoconsommation, et notamment on travaille avec un partenaire qui s'appelle MyLight 150 et qui fait les fameuses batteries virtuelles, qui permet d'augmenter assez nettement le taux d'autoconsommation d'une installation de panneaux photovoltaïques. Donc pour une fois, je ne vais pas que critiquer les décisions du ministère. Moi, je trouve que c'est plutôt intelligent. Je ne suis pas hyper fan de la méthode, mais c'est plutôt intelligent. Et à nous, entrepreneurs, de trouver des solutions qui font que c'est une opportunité que ça reste une opportunité, le photovoltaïque, pour nos concitoyens. Ça veut dire que finalement, de délégataire C2E qui pousse des aides à la rénovation énergétique, vous devenez progressivement, je ne sais pas si le terme ensemblier est le bon, mais en tout cas, vous apportez d'autres choses que du financement brut, puisque là, on est dans des systèmes d'intelligence, d'arbitrage que vous pouvez aussi apporter. Oui, on va dire qu'on devient un acteur de la décarbonation d'une manière plus générale. Et on se pose la question d'autres acquisitions, toujours sur le même thème de la décarbonation et toujours pour apporter des solutions plus globales à nos clients. Pour porter cette rénovation énergétique auprès des particuliers, est-ce qu'il n'est pas temps de revoir le paradigme ? Parce que jusqu'à présent, on a grosso modo une obligation de moyens. Vous remplacez votre chaudière par une pompe à chaleur, on vous aide. Vous faites tel et tel travaux, on vous aide. Il n'y a pas de mesure des résultats, il n'y a pas d'appréciation globale, mais du coup, il n'y a pas non plus d'engagement global. C'est-à-dire que personne ne dit, ou peu en tout cas disent à ce stade aux particuliers, on vous garantit, eh bien, sous réserve des comportements, puisque si on laisse la fenêtre ouverte, ça va modifier un peu la facture énergétique, mais voilà, sous réserve de ce comportement-là, alors on vous garantit 25, 30, 35% d'économie d'énergie à la fin. Et ce mécanisme-là, qui existe dans les contrats publics, je pense au CPE par exemple, il n'existe pas pour les particuliers. Est-ce que ce n'est pas vers ça qu'à terme, le marché de la réno énergétique va devoir tendre pour se structurer et faire revenir les particuliers ? Je suis persuadé que si on veut redonner confiance aux particuliers, il faut que le professionnel s'engage plus. Alors, vous parlez de contrat de performance énergétique pour le particulier. Ça tombe bien que vous en parlez. Il y a Oreno, qui est un appel à programme opérateur ensemblier de la rénovation énergétique, qui est piloté par l'ADEME, et dans Sonergia a gagné le projet avec des partenaires de qualité. Et du coup, on va en effet tenter de proposer, en tout cas de faire des expérimentations pour proposer un CPE aux particuliers et aux copropriétés. C'est un vrai défi, c'est un vrai challenge, c'est de la recherche et développement. On n'est pas sûr d'y arriver, vous l'avez dit, et ça existe en industrie, en tertiaire, en résidentiel collectif. Mais là, la vraie difficulté, c'est que dans un ménage, il y a 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui font
qui ont des attitudes qui font finalement le niveau de consommation. Et on peut faire les meilleurs travaux, enfin le meilleur audit énergétique, les meilleurs travaux, le meilleur service après-vente, finalement, on va dire peut-être 50 ou 60% de l'énergie de la quantité d'énergie qui est consommée, c'est lié à la sobriété ou pas du ménage. Mais c'est un sujet pour moi qui est central, c'est un rêve ultime. On n'est pas sûr d'y arriver. On fait beaucoup d'efforts pour ça. On investit beaucoup d'argent pour ça. Et ça aurait au moins un mérite, c'est qu'aujourd'hui, tous les acteurs publics et globalement tous les acteurs ont un discours séparé sur l'efficacité énergétique, donc les travaux, et sur la sobriété énergétique, donc les efforts des ménages sur la consommation. Et en fait, un sujet de CPE chez les ménages, ça permettrait enfin de réconcilier les deux. On pourrait dire aux ménages, on va vous faire de bons travaux et vous allez économiser de l'énergie, mais si vous voulez en économiser encore plus, il faudra être sobre dans votre consommation. Vous parliez de MyLight 150 qui a le statut de fournisseur d'énergie. Et on a, pour connaître un peu leur modèle économique, c'est une clé de leur système parce que pour pouvoir vendre leurs prestations, ils ont besoin de ce contrat de fourniture d'énergie avec le pari que ce n'est pas sur la consommation qu'ils vont se rémunérer, mais sur l'abonnement et le service qu'ils rendent. Ça fait partie d'un dispositif qui devrait naître dans le CPE aussi. On sait que l'attributaire du CPE devient aussi souvent exploitant et fournit l'énergie. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir avoir un regard sur les factures énergétiques des particuliers et pouvoir peut-être, je ne sais pas, proposer une tarification au volume où les premiers kilowattheures sont moins chers que les suivants parce qu'il faut bien embarquer le comportement dans tout ça? Oui, on est assez d'accord. On va peut-être pas pouvoir être intelligent tout seul chez Sonergia et proposer un CPE, j'ai envie de dire, technique. Il va peut-être falloir être intelligent à plusieurs, et notamment avec un fournisseur d'énergie, et notamment potentiellement avec MyLight. En effet, plus on est intelligent à plusieurs, et mieux ce sera pour nos concitoyens. Et vous avez certainement raison, Pierre. Il faut pas faire un CPE que sur la quantité d'énergie, mais intégrer aussi le prix de l'énergie pour vraiment protéger les concitoyens de la hausse attendue des prix de l'énergie. Le DPE prend pas mal d'importance, diagnostic de performance énergétique. À vos yeux, c'est une bonne nouvelle, cet instrument qui commence à orienter un peu les prix, qui intéresse les banquiers, qui débute des offres variables selon la note de DPE, ou ça reste un peu cosmétique et vous dites quand même c'est pas suffisamment sérieux pour organiser un marché? Alors déjà, la première chose qu'il faut savoir, mais je pense que je vais enfoncer une porte ouverte, c'est qu'un DPE, c'est pas un audit énergétique. Donc quand on a un ménage, on peut pas à la lecture d'un DPE savoir combien on va consommer d'énergie si on achète une maison. Ça, c'est pas possible, c'est un audit énergétique qui pourrait le faire. Après, par contre, un DPE, c'est un outil de communication, et un bon outil de communication, parce que toutes les études disent que les ménages savent maintenant ce qu'est un DPE, donc il faut l'utiliser comme un outil de communication. Je sais que l'ANA l'utilise pour le financement de la rénovation globale, et notamment à travers l'EMAR. Moi, je vois ça d'un petit peu plus loin, parce qu'on n'a jamais voulu être MAR, parce qu'on a toujours considéré qu'un acteur comme Sonergia devait rester neutre et indépendant pour le bien des ménages. Dernière question, comment faut-il comprendre votre départ de Sonergia après 16 ans de présidence? Déjà, comme une énorme confiance que je fais en Elisabeth Bertrand, qui est mon associée depuis 14 ans, qui est une belle personne tout à fait professionnelle et qui saura parfaitement assumer la présidence de Sonergia. Il faut le comprendre comme la confiance que je porte en Stéphane Laroche, qui est le directeur général opérationnel et qui pilote au jour le jour Sonergia et qui a entamé une belle transformation qui est indispensable à Sonergia, et comme une confiance dans tout le comité de direction et toutes les équipes de Sonergia. Et d'ailleurs, vous avez cité Maclem et d'une autre entreprise, Rénov' qu'on est aussi en train d'acquérir. Voilà, je leur fais confiance, et j'estime qu'en prenant du recul et en ne donnant plus que des conseils stratégiques à Sonergia et en vérifiant que Sonergia est positionné comme il faut, on va réussir à faire devenir Sonergia encore plus fort. Donc, à tous les partenaires, à tous les clients qui veulent une société solide avec des vraies valeurs, une société à mission qui peut être un point de repère dans ce monde très changeant de l'énergie, vous avez un point de repère avec Sonergia. Merci beaucoup Franck Ademayer. Merci Pierre. C'était Direction, le podcast proposé par Génie Climatique Magazine. Actualité réglementaire, chantier, innovation.
Découvrez toute l'info du secteur en vous abonnant dès aujourd'hui sur génieclimatique.fr.